Bonjour, je m'appelle Catherine Frérot, je suis coordinatrice pédagogique à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Je suis devenue infirmière par hasard. En fait, je voulais être psychiatre, parce que le cerveau m'intéressait, tous les comportements des patients psychiatriques m'intéressaient. Et j'ai raté la première PCEM1 à l'époque. Et c'est le père de mon petit copain de l'époque qui m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas infirmière ?» Donc j'ai tenté le concours, que j'ai réussi. Et il y avait des rentrées en février, ce qui m'a permis de ne pas perdre d'année. Et donc je suis rentrée en formation à l'hôpital Charles-Foix, à Ivry-sur-Seine, à la PHP. Et ça a été une découverte heureuse. Alors, j'ai passé ma formation à l'assistance publique, à l'hôpital Charles-Foix. Il y avait 2 écoles à l'époque. Il y avait une petite école en préfabriqué, où on n'était pas très nombreux. On avait une petite proportion de 33 étudiants, 33 élèves à l'époque aussi. Et ça a été une découverte qui m'a confortée dans le fait que c'était pas mal du tout. Je suis rentrée en formation en 1981 et j'ai été diplômée en novembre 83. À l'époque, la formation, c'était 1 an l'homme sain et on commençait les pathologies à partir de la 2e année. Mon premier stage de 2e année, donc de pathologique, on m'a emmenée à l'hôpital Brousset. Je devais aller en service de réanimation. Et la surveillante à l'époque a dit non, je veux pas d'une début de 2e année, c'est pas possible. Donc avec la monitrice, parce qu'on s'appelait monitrice, enfin les formateurs s'appelaient monitrice à l'époque. La monitrice a discuté pendant 20 minutes et elles ont négocié que je fasse 1 semaine et qu'en fonction de comment ça se passe, j'y reste ou j'y reste pas. Et là, ça a été un stage pour moi déclic en me disant oui, ça me plaît beaucoup et je veux faire ça. Et donc du coup, j'ai fait mes 4 semaines de stage et je me suis dit je ferai de la réanimation. C'est le service où sont hospitalisés les malades les plus graves. Tous ont un pronostic vital engagé. Alors descendu à 70, initialement il était à 80, c'est pas extra ou pas du tout? Alors, on a affaire à beaucoup de machines différentes. En novembre 83, donc, j'ai passé les CRI. Et dès le lendemain de l'écrit, j'ai été embauchée à l'Institut Gustave Roussy, donc le centre anticancéreux à Villejuif, en réanimation. Et quand on rentre et qu'on n'est pas encore diplômé, puisque le diplôme était 1 mois après la déclaration du diplôme, on pouvait rentrer en tant qu'aide-soignante. On aurait été payé en tant qu'aide-soignante si j'avais pas eu mon diplôme, mais ça a permis d'avoir 2 mois d'encadrement et de pouvoir commencer après en connaissant bien le service. Donc j'ai travaillé jusqu'en 89 en réanimation cancérologique. C'était un hôpital qui venait d'ouvrir il n'y avait pas très très longtemps. L'équipe était très jeune et ce qui était très marquant, c'est l'implication des réanimateurs dans la formation des infirmières. Ils étaient complètement là pour nous former, toujours prêts à expliquer, à même simuler des pannes sur des respirateurs pour qu'on arrive à nous-mêmes détecter quand il y avait un problème sur un respirateur. Et il y avait beaucoup de soins techniques et c'était très très enrichissant. Alors après, la réanimation, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on est très focalisé sur les machines. Quand on arrive, surtout jeune infirmière, et on entend les bips la nuit. Enfin, l'obsession, c'est les machines. À la limite, au départ, on ne voit pas le patient. Après, dans un deuxième temps, quand on a la maîtrise des machines, on arrive à être plus centré sur le patient, sur ses besoins, sur plein de choses. Et après, la 3e phase, c'est on est centré sur la famille. Et après cette 3e phase, c'est là où ça devient difficile. Pour moi, ça a été difficile de rester parce que c'était très dur, la cancéro, surtout à l'époque. Ça a beaucoup évolué, même sur les 7 années où je suis restée, ça avait déjà beaucoup évolué. On faisait aussi des essais thérapeutiques sur des nouveaux traitements qui étaient très lourds, avec des réactions très importantes. Mais l'intérêt aussi, c'est de voir l'évolution. Et franchement, j'ai pu voir une évolution. Alors après, j'avais envie de changer. Et un réanimateur m'a dit « Mais pourquoi tu ne reprendrais pas des études de médecine ?»
puisqu'il y a des parallèles. On pouvait, à Bobigny, reprendre en faisant un dossier et puis rentrer directement en 2e ou en 3e année, je ne sais plus. Et après réflexion, je me suis dit non, c'est vraiment infirmière, je veux rester infirmière et je n'ai plus du tout envie d'aller dans la voie médicale. Donc, il travaillait en clinique, dans un service de chirurgie urologique. Et il m'a dit, viens travailler à la clinique. Parce que c'était un réanimateur qui faisait des gardes. Donc, j'ai fait des vacations dans cette clinique. Et puis après, j'ai demandé à intégrer. Et j'ai intégré une clinique à la Porte de Choisy, une clinique chirurgicale. Et je suis rentrée dans le service d'urologie. Alors, urologie, quand on est jeune infirmière, c'est pareil. On se dit, oh là là, urologie... ça va être bizarre. Et en fait, c'est un service qui est très, très sympa. Parce que les messieurs, avec leur prostate, ils essayent de dénigrer ça, de mettre des petites choses drôles. Et en fait, puis ils sortent rapidement. Ça... Enfin voilà, c'est un service qui a été agréable, mais j'en ai fait vite le tour. Alors après réflexion, les études de médecine n'étaient plus faites pour moi, mais j'avais un besoin de formation. Et donc, j'ai fait un DUFAS, DU des fonctions à l'action sanitaire et sociale, à Bobigny, sur 1 an. C'était tous les vendredis. Et là, je trouve, pour les futurs infirmiers, c'est intéressant parce que dans notre formation, on a quand même beaucoup de formations qui sont réalisables en parallèle. Soit le vendredi, soit le mardi soir, puisqu'après, j'ai fait un DU de rapatriement sanitaire qui a été créé juste l'année où je me suis inscrite. Et c'est pareil, c'est des formations qu'on peut faire en même temps que le travail. Alors c'est vrai aussi qu'en réanimation, on travaille en 12 heures, ça laisse une marge de disponibilité. À la clinique de la Porte de Choisy, c'est pareil, en chirurgie, on travaillait en 12 heures, ce qui laissait vraiment une opportunité de faire des choses en parallèle. Et dans ces choses en parallèle, j'ai commencé à travailler à UAP Assistance pour faire des rapatriements sanitaires. Plateau médical Marion, bonjour. Vous aviez perdu connaissance ou pas? Ça veut dire que vous ne tenez pas du tout assis? Ah non, impossible de bouger vers la droite ou vers la gauche ou assis debout. C'est là que j'ai eu connaissance du diplôme universitaire qui allait s'ouvrir, que j'ai suivi. Et là, ça a été une expérience très intéressante puisqu'on était dans un amphi avec beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmiers spécialisés qui faisaient déjà des rapatriements. J'ai découvert le monde du rapatriement sanitaire et à l'issue de la formation, j'ai eu une opportunité de rentrer à Mondial Assistance. Donc j'ai été embauchée à Mondial Assistance, en plus du travail d'infirmière à la clinique en 12 heures, pour la gestion du matériel, donc réfection des mallettes des médecins qui rentraient et des infirmiers aussi qui partaient en rapatriement. Et puis la réalisation des rapatriements sanitaires, donc soit seul, donc en ambulance, en train, en avion, sur des avions de ligne, ou alors avec un médecin en évacuation sanitaire, avec des petits avions privés. Et donc là, on était en binôme. L'impression d'avoir du mal à respirer ou pas? Sans plus? Tous les ans, plus de 200 000 Français sont pris en charge par des sociétés d'assistance. D'accord. Il est allongé par terre, on l'a mis sur une plaque, on l'a allongé... Donc ça a été une expérience enrichissante, mais ça voulait dire que je travaillais non-stop, 70 heures par semaine, et ça a duré 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, j'avais une surveillante de nuit en réanimation qui me poussait à faire l'école des cadres, mais je n'avais pas du tout envie de faire l'école des cadres. Mais je me suis dit, je vais quand même préparer pour passer l'école des cadres à la paix. Donc j'avais passé des UV aussi, en parallèle, que j'avais eu. Mais j'ai passé aussi des concours pour rentrer dans les écoles privées. Et là, je ne m'y attendais pas, mais j'en ai eu un pour rentrer en septembre 91. Et j'étais obligée de reporter, parce qu'avec Mondial Assistance, on avait pour mission de s'occuper des journalistes et des sportifs sur les Jeux Olympiques d'Albertville. J'avais la responsabilité de la gestion, donc confection des cantines, parce qu'il y avait beaucoup de sites olympiques, donc pour envoyer des cantines sur les sites olympiques avec tout le matériel. Et pendant les Jeux, donc j'étais dans un local avec tout le matériel et on livrait en fonction des besoins. Voilà, donc je ne pouvais pas rentrer à l'école des cadres, donc j'ai fait un report. Et je suis rentrée à l'école des cadres en 1992, en septembre 92. L'école des cadres, je l'ai faite à Poissy, puisque j'avais eu le concours à Poissy, et j'habitais Noisy-le-Grand. Donc Noisy, Poissy, 1h 3/4 aller,
1h03 retour. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec les étudiants quand ils viennent et qu'ils disent « Oh mais madame, c'est à 1 heure de trajet ». Donc 1 heure de trajet pour 10 semaines, pour moi, c'est pas grand-chose, étant donné que quand même l'école des cadres, ça dure 9 semaines. 9 mois, pardon. Cette formation cadre, qui n'était pas au départ un objectif premier pour moi, est arrivée au bon moment, je pense, parce que je me suis dit qu'en étant cadre, je pouvais faire bouger les choses. Que peut-être que je pourrais impulser des choses dans le service et faire avancer les choses. Et effectivement, à la fin de la formation, donc on m'a proposé un poste de cadre de service, dans le service d'orthopédie, qui était réputé de la clinique de la Porte de Choisy, avec un chirurgien très connu à l'époque qui opérait des vedettes. Et un nouveau chirurgien arrivait. Donc en fait, il y avait un renouvellement de l'équipe chirurgicale et ils avaient besoin d'une nouvelle surveillante. La Porte de Choisy, la clinique étant petite, avait besoin de se développer. Il y a eu donc des recherches pour déménager et en fait le projet a été de racheter un hôpital ancien qui était l'hôpital universitaire de la Porte d'Orléans, enfin à côté de la Porte d'Orléans, et de reconstruire quelque chose de neuf. En fait, ce qui est devenu l'Institut Mutualiste Montsouris. Après avoir travaillé 11 ans comme cadre de service et puis 4 sup en orthopédie à l'Institut Mutualiste Montsouris, j'ai eu envie de changer. Et je savais, depuis le début, depuis la réanimation, je savais que je viendrais un jour à la formation. Très tôt, on m'avait donné des étudiants à encadrer. J'ai toujours eu un intérêt pour l'encadrement des étudiants. Même en étant cadre dans le service, je faisais passer les MSP. Et je me suis tournée donc par hasard sur les petites annonces. Et j'ai vu une annonce à l'IFITS pour être formatrice. Donc j'ai postulé et j'ai été prise. Alors en novembre 2004, une nouvelle aventure commençait. Et c'est vrai que l'école des cadres étant un petit peu loin et un peu pauvre au niveau de la formation, il a fallu que je fasse des recherches. Donc j'ai fait des lectures sur les méthodes pédagogiques pour exercer au mieux mon métier de formatrice. L'arrivée à l'Institut de formation Théodore Simon a été pour moi une bouffée d'oxygène. En étant éloignée du stress des services, du stress du personnel, du stress des patients. C'était vraiment une bouffée d'oxygène avec beaucoup moins de stress. Un lieu où on pouvait se poser, on faisait des réunions, on parlait de pédagogie, on parlait de situation d'étudiants, on parlait de projets. J'avais l'impression qu'on pouvait mener des projets à bout, jusqu'au fond, parce que en fait, dans les services, j'avais beaucoup de projets, mais il y avait une lenteur d'exécution qui était un peu lourde. Et là, j'avais vraiment l'impression, qui s'est confirmée par la suite, qu'on pouvait mener à bien des projets. Et ça, c'était vraiment une satisfaction importante. De plus, se retrouver en civil, en contact avec des étudiants, jeunes et moins jeunes, d'avoir ces rapports plus conviviaux. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai adoré. C'est pour ça aussi que je suis depuis 18 ans au même endroit, même si j'ai été 7 ans formatrice et que je suis passée coordinatrice il y a 11 ans. Alors, le diabète dans le monde. À l'époque, la directrice, Madame Garnier, un jour me croise dans les couloirs et me dit « Catherine, qu'est-ce que vous faites demain ? Vous êtes en cours ?» Je dis « Non, demain, j'ai pas de cours. » « Vous allez aller à une réunion. » Et cette réunion a été le début d'un déclenchement d'un nouveau projet qui était le développement du numérique. J'ai été à cette réunion, c'était la faculté de médecine qui montrait comment ils avaient fait des cours en e-learning pour les étudiants de première année parce qu'il y avait trop de bruit dans les amphis et ça nuisait aux nouveaux arrivants
Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et après, j'ai été recontactée donc, par cette société qui s'appelait l'Orneos à l'époque et qui voulait développer la même chose pour les IFSI d'Île-de-France. Donc je m'étais inscrite. Les IFSI d'Île-de-France ne bougeant pas, ils ont après contacté ponctuellement des personnes qui leur paraissaient intéressées. Et voilà comment le e-learning est né à l'IFSI. Il y a l'accès aux cours avec les connaissances de base que j'ai repérées. Et pour passer aux questions, il faut d'abord avoir assimilé les connaissances de base. Alors nous, ça c'est pas tout à fait par rapport à un pourcentage, mais c'est par rapport à un calendrier. C'est-à-dire qu'on met en ligne le cours à telle date. Il est ouvert pour les 3 ans. Et par contre, les tests, on les ouvre un petit peu après. Parce que sinon, ils vont aller faire les tests et ils ne vont pas forcément regarder le cours. Bon, cela dit, ils peuvent aussi le faire, mais bon. C'est expliqué en présentiel avant, quand on expose la méthode. Et le présentiel aussi, il ne faut pas qu'il soit trop loin à distance. Parce qu'ils sont un peu frustrés de ne pas avoir leur réponse. Donc c'est bien la coordination. Voilà, donc c'est une histoire c'est un jeu de calendrier en fait. Vous utilisez quelle plateforme L'Orneos. J'ai commencé par enregistrer des cours. Dans une demi-journée de formation, ils m'ont montré comment on enregistrait. Donc j'ai enregistré 3 cours. J'ai réalisé des tests d'auto-évaluation. Après, il y a Madame De Brito qui est arrivée et qui s'est tout de suite mis aussi sur cette plateforme. Et on a travaillé depuis donc 2009 à développer cet espace numérique pour l'IFSI. Ce qui était un peu révolutionnaire à l'époque. Même les tests d'auto-évaluation qui étaient sous forme de QCM, QCS, nous ont été très profitables, puisque est arrivée ensuite, en septembre 2009, la réforme des études, avec l'aspect universitaire et des évaluations sous cette forme-là, avec des QCM et des QCR. En fait, on était précurseurs un petit peu de tout ça, sans le savoir, vraiment. Et depuis, elle a beaucoup évolué, cette plateforme. Elle nous a été très utile au moment du Covid, avec les distanciels. On n'avait jamais fait de partiel en distanciel. Et là, on a été pris sur le fait. Et il a fallu, en un mois de temps, découvrir comment on réalisait des partiels en distanciel, comment former les formateurs à élaborer le partiel en distanciel, comment les étudiants devaient aussi s'inscrire sur ce partiel. Enfin voilà, ça a été vraiment plein de découvertes intéressantes. Je ne veux pas que vous vous censuriez. C'est important qu'il n'y ait pas de censure, parce que s'il y a de la censure, en fait, il n'y a plus de richesse d'idées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vos richesses d'idées, parce qu'elles sont très riches. Voilà, Adriana. J'ai toujours eu envie de transmettre mes connaissances. Et c'est vrai qu'en tant que formatrice, on les transmet, même si, avec le nouveau référentiel, c'est plus à l'étudiant à être acteur et à aller chercher les connaissances. Mais il y a ces échanges avec les étudiants qui sont pour moi très importants et très enrichissants. Je crois que le plus frappant, c'est de voir l'évolution d'un étudiant qui arrive en début de première année et qui va devenir un professionnel 3 ans après. Il y a une maturité qui se fait. Cette évolution, c'est quelque chose, je trouve, de super, quoi. De voir les étudiants évoluer, de se souvenir des fois comment ils sont arrivés. Et puis à la remise des diplômes, voir comment ils sont heureux d'être diplômés, heureux d'avoir fait les études aussi à l'IFSI. C'est ce qu'ils disent souvent lors de la remise des diplômes, là, quand on leur donne la parole. Et ça, c'est vraiment une belle satisfaction. Alors, au niveau de l'IFSI, c'est vrai que tous les formateurs ont une expérience quand même professionnelle solide et ont des valeurs. Et ça, c'est important pour nous de transmettre ces valeurs au niveau du soin. De regarder au-delà de l'acte, d'avoir une prise en charge qu'on appelle la prise en charge globale du patient. Ce qui est important pour moi aussi, c'est que les futurs infirmiers qu'on forme, je veux qu'ils sachent observer. Observer son patient, c'est essentiel. Un patient ne va pas toujours exprimer son problème et il faut être capable de le détecter de façon vraie. C'est-à-dire, c'est pas en rentrant dans la chambre, on disait « bonjour, ça va ?» sans écouter la réponse. Non, c'est porter l'attention à l'autre. Et je pense qu'à l'IFSI, on est quand même très enclin
de faire attention à tout ça, de prendre soin des autres. Je pense que c'est une valeur partagée. Et je pense que cette valeur partagée, elle perdurera chez nos étudiants. Moi, je l'espère. La transmission des valeurs et de la prise en soin globale du patient, je l'ai beaucoup transmise lors des MSP. On faisait des mises en situation professionnelle sur le terrain. J'avais la fâcheuse tendance à y passer beaucoup de temps, beaucoup trop de temps d'après ma coordinatrice de l'époque, parce que j'avais justement envie de montrer à l'étudiant tout ce qui était important, tout ce qu'il fallait développer pour être à l'écoute du patient. C'était quelque chose que j'adorais faire, que ça soit du formatif ou du normatif. Je passais beaucoup de temps sur le terrain à faire ressortir ce qui était important. J'ai des souvenirs comme ça d'un étudiant qui ne voyait pas que son patient avait de l'acide et avait un ventre énorme. Il était focalisé sur une prise de sang, mais il n'avait pas repéré ce ventre énorme avec de l'acide. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on se focalise sur le soin, sur l'acte, sur l'hygiène, et on n'a pas cette vision de l'environnement. C'est un peu comme ce que j'expliquais en réanimation, où on voit au départ que les machines et pas le patient. Et c'est vrai que c'était au moment des MSP que je trouve qu'on arrivait plus à passer tout ça. Tout ce qu'il y a dans la chambre, en fait, vous savez, au niveau des... il y aura un chariot avec plein de matériel. C'est à votre disposition comme si c'était dans une salle de soins. D'accord, c'est vraiment tout le matériel qui est disponible. Après, moi, de toute façon, je suis l'infirmière du service. Là, vous êtes étudiante. Donc, si jamais il y a besoin de quelque chose, vous pouvez m'appeler. Je ne serai pas dans la chambre, évidemment. Mais voilà, vous dites, je vais aller chercher l'infirmière et vous venez me chercher, je serai dans le couloir. D'accord. Pour développer cette attention à l'autre, on a au niveau de l'IFSI les TP, les travaux pratiques. Mais ce n'est pas suffisant, un peu trop juste. Et est arrivé dans les années 2011 l'APS, l'apprentissage par simulation. Et dès 2011, donc j'ai été intégrée dans le projet de développement de l'APS, justement pour recréer un milieu comme si on était dans un milieu hospitalier et permettre de transmettre aux étudiants qu'est-ce qu'il est important de faire. Je trouve que l'APS est une méthode pédagogique géniale pour que l'étudiant prenne du recul, voit son comportement en situation, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est, on est comme on est, et en fait, le fait de voir permet de prendre du recul et de se dire, là, j'aurais peut-être dû faire ça, ou j'aurais peut-être dû faire ça. Ça fait partie aussi des projets qui ont pu être développés à l'IFSI. On a eu ces moyens de développer des projets innovants, intéressants. Tous les projets qu'on peut développer à l'IFSI sont des moteurs pour développer toutes les compétences des étudiants, pour les aider à devenir des infirmiers performants et à l'aise dans leur basket. Ça permet aussi de ne pas s'ennuyer. C'est peut-être pour ça que je suis restée 18 ans à l'IFSI, c'est parce qu'il y a toujours eu des choses intéressantes. Il y a eu des moments aussi quand on faisait les modules optionnels, où on partait avec un groupe de 24 étudiants en Italie, où je suis partie 2 fois. On crée avec les étudiants d'autres types de rapports et c'est vraiment génial de se retrouver d'un seul coup avec un petit groupe de 24, de découvrir la façon de soigner en Italie, de découvrir des musées de la psychiatrie. C'est vraiment des moments forts et qui font qu'on ne s'ennuie jamais. Moi, je ne me suis jamais ennuyée, en tout cas. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne chance. Que faites-vous ? Oui. La toilette ? Ah oui, c'est l'heure. Pas facile de ne pas trop bouger. Enfin, Alors, étant toujours très intéressée par les méthodes pédagogiques, j'ai eu l'opportunité de découvrir le Serious Game lors d'un colloque où je présentais le e-learning d'ailleurs.
Et je me suis dit que pour les étudiants, c'était quand même un outil pédagogique très intéressant, convivial, parce que c'est quand même un jeu, même s'il est sérieux, c'est un jeu sérieux. C'est pour cette raison qu'on s'est inscrit et que je me suis inscrite dans le projet d'en créer un, parce qu'on voyait vraiment l'intérêt pour les étudiants. Alors, créer des nouveaux outils pédagogiques, c'est quelque chose que j'aime, qui donne un nouvel objectif et on a besoin, je pense, d'objectifs pour avancer dans la vie. Il faut que les étudiants comprennent ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont importantes, c'est-à-dire saisir les opportunités. Il faut qu'ils soient capables, quand on leur propose quelque chose, d'y aller. De ne pas se cantonner à son rôle, uniquement son rôle, et de dire non, c'est pas à moi de le faire. Au contraire, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut saisir les opportunités, et c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on développe de l'intérêt pour son travail. C'est un moteur, et ça nous permet aussi de s'épanouir dans son métier. Alors même si en tant qu'infirmière, quand j'ai fait les rapatriements sanitaires pendant 3 ans, là je me suis vraiment donnée à fond et je me suis bien épanouie, je pense que c'est à l'IFSI que je me suis le plus épanouie parce que j'ai pu mener plein de projets. On a pu faire ça en équipe, réfléchir et monter des choses en équipe, des choses qui aboutissent. Et ça, c'est vraiment une satisfaction importante. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand on a les projets de faire quelque chose, qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on est brimé et qu'on ne peut pas le faire. Donc ça, dans notre métier, c'est important. Et c'est important de trouver sa voie et se trouver là où on peut le plus donner et développer ses compétences. Alors si j'avais quelque chose à dire d'important aux étudiants, c'est de se montrer curieux, de toujours aller au fond des choses, ne jamais rester sur des doutes. Même si c'est un médecin qui vous donne une prescription, si c'est pas clair, il faut y aller. Si vous avez un doute sur un soin, il faut aller au bout des choses, pas prendre de risques parce que vous avez en charge des patients. Être vrai avec le patient, pas faire semblant parce que le patient il le sent quand ça va pas. Essayer de laisser, je sais que c'est difficile parfois, mais essayer de laisser son stress à la porte. Le patient a suffisamment de problèmes d'être dans un lit. Donc si vous arrivez soucieux et qu'il vous voit soucieux, il va se demander ce qu'il a fait, il va se poser des questions sur lui, alors qu'en fait, c'est complètement autre chose. Donc quand vous entrez dans une chambre, il faut vraiment être attentif au patient. Chaque moment, c'est pour la personne que vous avez en face de vous. Ça, je pense que c'est le plus important pour moi. Ne pas se cantonner uniquement aussi à faire son travail. Parce que, par exemple, si le patient il est soucieux parce qu'il a laissé ses animaux, son chat, tout ça, essayez de trouver un moyen, même si c'est téléphoner à un voisin, voilà, pour l'aider et pour le soulager de ses préoccupations. Et c'est la même chose pour les équipes, en fait. Essayez de les soulager de certaines préoccupations. Pour prendre en charge des patients, c'est-à-dire être complètement attentionné à l'autre, ça nécessite d'être bien avec soi-même. C'est sûr qu'il y a des moments dans la vie où il y a des difficultés personnelles, il faut faire avec. Mais si vous avez un mal-être à un endroit, en fait, c'est ce qui s'est passé un peu pour moi. Il y a des fois, je me sentais plus en accord avec une direction, avec des discours que je trouvais trop éloignés du patient. Eh bien, il ne faut pas hésiter à changer. Vous avez la chance d'être dans un métier où on a beaucoup de possibilités. Beaucoup. De l'extra-hospitalier, de l'hospitalier, de la formation. Enfin, vraiment, on peut changer quand on veut. On peut aussi se former en même temps que l'on travaille. Quand je suis arrivée en réanimation, on se disait, oh là là, il devrait y avoir une formation spéciale réanimation. Parce que nous, en formation, qu'est-ce qu'on fait ? On saupoudre des connaissances un peu sur tout.
On est un peu le médecin généraliste qui sait un petit peu sur tout. Et vous, quand vous allez travailler dans un service, vous allez devenir l'expert. Vous allez en savoir beaucoup sur un petit peu moins. Je reviens sur la réanimation. Cette formation, je l'ai suivie en 2008 à l'IFSI, quand a été créé le DU de réanimation, soins infirmiers en réanimation, en surveillance post-interventionnelle et aux urgences. Et c'est une formation que j'aurais adoré faire quand j'étais en réanimation. Il faut aussi jamais perdre espoir. Au cours de ces années, j'ai vu l'évolution, par exemple, au niveau de la douleur des patients. Je me suis battue, mais vraiment battue, avec les chirurgiens qui disaient « c'est normal que vous avez mal, je vous ai opéré ». Et pour moi, ça, c'était une phrase que je ne supportais pas. Et heureusement, en 91, sont nés les CLUD, donc les comités de lutte contre la douleur. Et là, ça a beaucoup évolué. Et je dis souvent aux étudiants, vous vous rendez pas compte, mais tout ce qui se passe actuellement, l'évaluation de la douleur, l'utilisation de la morphine facilement. À l'époque, c'était, et les médecins, ils en avaient peur, de la morphine. Et tout ça, c'est des évolutions où on s'est quand même battu. Mine de rien, il faut que vous vous battiez pour ce dont vous êtes convaincu, pour le patient. Et si ça ne va pas dans un endroit, ne pas hésiter à aller voir un autre secteur, un autre champ d'activité. On a la possibilité, c'est tellement vaste qu'il y a forcément un endroit où vous vous sentirez bien. Les étudiants doivent s'investir dans des formations parallèles parce qu'on est dans un métier qui est en mouvance tout le temps, qui évolue et il faut toujours être au fait de ce qui vient de sortir. Ce qu'on a appris ce que moi j'ai appris il y a 20 ans, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Ce que les étudiants apprennent actuellement, peut-être que ça sera obsolète dans 10 ans. Donc il faut vraiment garder cette curiosité professionnelle pour évoluer soi-même, mais aussi pour penser à la profession et à faire évoluer la profession. Il existe beaucoup de formations, en plus maintenant avec les IPA qui se développent, les doctorats en recherche. Il faut vraiment avoir une vision élargie de la profession et pas forcément rester cantonné dans un service. Et c'est une opportunité pour chacun des étudiants d'évoluer aussi et de faire évoluer la profession. En cette fin de carrière, après 40 ans d'exercice, je suis très satisfaite de ce que j'ai pu faire. Au niveau infirmier, quand j'étais infirmière, en réanimation, en chirurgie, au niveau cadre aussi, parce que même si je dis qu'on a du mal à aboutir des projets, en fait, quand on retourne sur ce qu'on a fait et qu'on range son bureau, on se rend compte de tout ce qui a été fait. Et puis à l'IFSI, c'était la consécration de plein de moments de bonheur, de travail en équipe qui ont été très enrichissants, de contact avec les étudiants aussi très émouvants quelquefois, et plein de beaux souvenirs. C'est vrai que cet IFSI, je suis particulièrement contente d'avoir participé à son développement dans certains projets, et parce que je pense que c'est vraiment une chance et que c'est pas partout. Et je suis contente aussi quand je vois les étudiants qui reviennent, qui sont infirmiers et qui disent « Oh, qu'est-ce qu'on était bien à l'IFSI et ça nous manque un peu ». Et ça, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.